Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, une super vidéo, un super patient, on est d'accord, hein, c'est que premièrement il est anonyme et je pense que cette vidéo va aider beaucoup les autres, je pense. Ce que je suis en train donc de le coacher, d'accord. Et alors, le patient, son cas c'est très fréquent, c'est que les patients qui ont des troubles de rythme cardiaque, ils ont été secoués par une arythmie, par une tachycardie, à l'occasion d'un événement, et ils gardent vraiment la mémoire de l'événement, la mémoire émotionnelle, d'accord? Alors que la crise n'est plus là, et pourtant, ils gardent la mémoire. Et donc, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle un choc post-traumatique, ou ce sont des émotions, parce que le cerveau, c'est normal. Pour la survie, le cerveau doit garder les événements dangereux pour éviter que la prochaine fois, on tombe dans le même trou. C'est-à-dire un âne, l'animal, quand il tombe dans un trou, il se souvient qu'ici, tel endroit, il y a un trou et il ne va pas passer par le même chemin. Donc, cette attitude, cette stratégie, c'est une stratégie animale pour la survie. C'est pas une stratégie intelligente. L'intelligence de l'être humain dit, ok, j'ai eu ça, je ne passe plus par le même chemin, mais cet événement n'est plus là. Mais lui, l'âne, il croit toujours qu'il y a le trou. Même si on le repart, l'animal ne va plus passer quand même là-dedans, même si on repart le trou. Parce que lui, pour lui, c'est comme ça. Alors, la différence que l'être humain, il va pouvoir raisonner. Il dit, ok, je suis tombé ici une fois, mais maintenant, ils ont réparé le trou. Ils l'ont effacé. Ça a été corrigé. La route est bien. D'accord? Mais l'être humain reste fixé au moment T de l'accident. Il ne peut pas penser un peu plus avant ou une phase après. Vous voyez, ça veut dire que l'être humain, pour dépasser le stade animal, il doit aller dire, ok, l'année dernière, je suis tombé ici, d'accord? J'ai eu une crise, d'accord? Ma mémoire a gardé ça, c'est normal, c'est pour la survie, ça c'est l'instinct animal, ça c'était l'année dernière. Mais cette année, okay, les conditions ne sont plus les mêmes. On a réparé le trou, on a réparé la panne, et je n'ai plus les mêmes conditions. D'accord? Et l'être humain, ok, ce n'est plus les mêmes conditions, donc il n'y a pas de raison que je perds, que j'ai peur, ou que je change de chemin. Je peux aller sur le même chemin parce que ça a été réparé. Et c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui n'arrive pas à dépasser ce raisonnement-là, eh bien, il vit dans le stade, au niveau de son cerveau, c'est le cerveau reptilien. C'est au niveau des noyaux, il y a un noyau qu'on appelle l'amygdale. Vous cherchez sur Internet l'amygdale. Et l'amygdale, il garde ça en mémoire pour la survie. Et ce circuit-là va bloquer le raisonnement. Dit, écoute, on a réparé le trou. Donc tu peux retourner et marcher sur le même chemin. Mais non, il est bloqué. Comme l'âne. Je m'excuse, hein. L'âne, il fait la même chose. Vous avez raison. Oui, parce que le mule, pourquoi je dis l'âne ou le mule? Parce que le mule, il monte dans les montagnes avec des sacs de pierres sur le dos et tout. Et une mule, croyez-moi, même une chèvre qui escalade les montagnes, c'est des vaillants. C'est qu'ils voient, ils sont intelligents. Ils ne retournent jamais au même endroit. Même si on repart, même si on leur met une barrière, ils ne veulent plus. Et même un éléphant, tu le tapes, il te regarde, il te voit, même si tu es gentil après, il sait que c'est toi qui l'as frappé, et l'éléphant, tu sais, il a de la mémoire. Ça, tu connais l'histoire là-dessus. Un éléphant, tu le tapes, tu lui fais du mal, et ça y est. Même, je me répète encore, 3 ans après, que tu es devenu gentil et tout, mais lui, il change pas.
Et ça, c'est animal. C'est le cerveau émotionnel, c'est les noyaux. Alors que nous, on a ici le cortex, qui est la conscience, on a le raisonnement, on prend conscience des choses. D'accord. On disait ça. Tout à fait. Bien. Alors maintenant, je fais un contrat avec le patient. Je dis, je vais tout faire parce que lui-même, en lui posant la question des coaching, puisque vous avez fait l'expérience traumatisante de tout cela, si un ami vient vous voir, dit, écoute, toi qui as fait l'expérience de tout ça, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Eh bien, le patient entre dans les répondus, et puis je te donne comme conseil, c'est que tu vois les causes qui ont déclenché cela, d'accord, les causes qui ont déclenché cela, et tu évites les causes. Pour pas tomber dans le trou, oui. Voilà, dans l'état actuel, c'était l'alcoolisation. Tu évites de boire de l'alcool, tu n'auras pas d'arythmie. Parce que moi, j'ai vécu cela, je sais que si tu bois de l'alcool, tu auras de l'arythmie. Et moi, si tu veux mon conseil, puisque tu viens me demander un conseil, je te dis, ne bois pas ça, et ne vomis pas, parce que tu vas vomir, et lors de ça, tu auras aussi des problèmes. D'accord. Alors, maintenant, on fait un contrat avec le patient. Je dis, OK, si A donne toujours B, si l'alcool donne toujours de l'arythmie, A donne B. OK, on enlève A. Donc B ne doit pas exister, il doit disparaître. Mais le patient dit, ah, mais sur Internet, j'ai vu que l'arythmie peut donner des emboles dans le cerveau, des paralysies, des AVC surtout, des AVC, donc détruisant le cerveau. Malheureusement aussi, il peut donner des emboles qui vont laisser dans les jambes et on est obligé de couper une jambe, pas seulement le cerveau. Mais le fait que l'embole va dans le cerveau, c'est que l'être humain est concentré sur son cerveau, en fait, sur ses émotions. Mais moi, ce que je voulais surtout dire, docteur, c'est que les gens, quand on parle de maladies liées à l'alcool, ils ont le réflexe de penser tout de suite au foie ou à... Ouais, ils ne pensent pas aux arythmies. Mais ils ne pensent pas au cœur. Et l'alcool est extrêmement dangereux. Oui, si tu prends de l'alcool, tu mets sur ta bouche, il brûle, hein. Bien sûr. Et ben, le cœur, c'est la même chose. Oui. D'ailleurs, quand on veut amputer une petite partie du muscle cardiaque, on alcoolise. On appelle ça alcooliser certaines hypertrophies dans certains segments du cœur. C'était des techniques anciennes. Vous faites le cœur. Alors maintenant, voyez-vous, chers amis, c'est que malgré le raisonnement A dont B, A donne toujours B, même cause, même effet, d'accord? Eh bien, malgré cela, la force émotionnelle de l'Internet a un impact extraordinaire. Malgré ça, le patient continue à avoir cette peur de récidive. Alors, maintenant... J'avais fait une crise, excusez-moi docteur, j'avais fait une crise de tachycardie aussi la semaine dernière, et qui n'était pas liée à l'alcoolisation. Voilà. Donc, donc c'est ce qui m'a angoissé aussi. Ce qui m'a angoissé, bien sûr. Et là, ça m'a rappelé les émotions. Assez traumatisante, en tout cas pour moi. Traumatisant émotionnellement, voilà. Psychiquement. Alors maintenant, d'où l'intérêt de faire des examens, on a dit que c'est le vomissement aussi. Tout à fait. Donc il va orienter vers le reflux œsophagien. Je le répète souvent dans mes vidéos, le reflux, c'est une stimulation vagale et le patient fait des arythmies de type vagal, des fibrillations auriculaires vagales. Donc l'importance digestive, des facteurs digestifs, ce sont vraiment des déclencheurs, Ok? Alors pour cela, on fait un marché, d'accord? On va demander les examens pour cette histoire, puisque c'est sans alcool, vous les avez quand même. Y a-t-il un reflux insidieux que vous ne percevez pas, et pourtant il est là, il déclenche. Donc on va demander la pH-métrie et la nanométrie. On va mesurer les pressions et l'acidité pendant 24 heures, monitorage par un petit ordinateur avec un fil qui va ici. Ça se fait dans les grands centres hospitaliers. D'accord? Très bien. Et ensuite, nous allons demander l'IRM cardiaque. Vous êtes là pour ça. Et pourquoi l'IRM cardiaque? Parce que à l'échelle moléculaire, l'alcool peut fibroser un peu le muscle cardiaque, ce qui pourrait expliquer éventuellement des récidives. Cependant, ça c'est un marché entre nous. Alors moi, je dis aux patients, si je vous demande tout ça, qu'est-ce que j'aurai en retour? Quel sera notre contrat? Alors le patient me dit, voilà, je vais arranger ma vie, je vais vivre bien, je vais bien manger, et sport. Or, l'art de vivre, c'est un tout. Et dans l'état actuel
de notre patient, qu'est-ce qui est le plus important actuellement pour vous, dans votre vie? Qu'est-ce qui est important? À part l'art de vivre, et de bien manger, et de faire du sport. Mon émancipation personnelle, vous voulez dire? Et professionnelle? Et quoi? Ah! Il a dit le mot, ça y est, c'était ça. Ça fait un quart d'heure, chers amis, ça fait un quart d'heure qu'il me dit son ego, je veux bien vivre, bien manger, faire du sport, arrêter l'alcool, vivre sainement. Mais il a oublié comment il veut être heureux. Trouver une profession, parce qu'il ne travaille pas. Il est à la recherche. Il est sans profession, sans emploi. Alors, est-ce qu'on peut déduire entre nous, et ça c'est une projection de moi-même, ce que ce monsieur, en fait, comme beaucoup de nos jours, moi je vais beaucoup de jeunes, dit pourquoi je travaillerai? Je paierai 3 mois de mon salaire aux impôts. Pourquoi je travaillerai? Parce que il y a un jeune qui m'a dit, je paye des impôts, je n'ai pas envie de payer des impôts, donc je ne travaille pas, ou je ne travaille pas autant. Moi j'ai envie d'en payer des impôts par contre. Oui, non mais c'est juste un... Alors par contre, ce mot... Je veux aller travailler et que l'être humain ne peut être anobli que par le travail, quel que soit le travail. Pourquoi le travail, à votre avis, peut aider? Pour l'émancipation personnelle. L'émancipation personnelle et quoi encore? On peut apporter des chutes, puis... aider les autres, bien sûr. Oui, et quoi voilà. encore? Et quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? On va faire la conclusion. Le travail va vous amener quoi dans votre vie? Une satisfaction personnelle. Oui, d'accord. L'arythmie se caractérise par quoi? La fibrillation. Par un désordre. Bravo. Et alors? Et le travail, qu'est-ce qui va vous amener? Un ordre. Eh ben voilà, vous voyez, chers amis, quand on discute avec un patient intelligent, il trouve par lui-même. Le travail pour vous, c'est pas seulement pour être heureux, pour gagner de l'argent. Quel est le but aussi? Pour moi, en tant qu'avoir une vie ordonnée, une vie construite. Une vie construite et rythmée. Rythmée, voilà, c'est ça. Quand votre vie est rythmée, quand votre esprit va savoir que vous devez vous lever à 7 heures du matin, chose que je fais tous les jours. Voilà, c'est très bien que vous allez aller au bureau faire ça. Et en fait, ce rituel, ce rythme va se refléter sur votre cœur parce que le cœur aime le rythme. Et le cœur réagit aux émotions, réagit à tout ça. Chers amis, on va faire un contrat avec ce super patient que j'aime bien. On va lui demander le top des examens. Et en contrepartie, donc, il va me promettre que si le pH-métrie, la nanométrie, l'IRM cardiaque, s'ils sont normales, il y aura 2 conséquences. Premièrement, que A donne toujours B. Si on enlève A, B n'existera plus, donc il n'aura plus de peur de récidive, puisqu'il n'aura plus de motif. Mais alors à 100%, s'il y avait des doutes, il n'en aura plus. D'accord? Et est-ce que, malgré un IRM normal, est-ce qu'on pourra neutraliser l'impact de la peur d'Internet? Ça, je fais une vidéo là-dessus qui s'appelle l'internaute égaré. Vous l'avez pas vu? Ah, chers amis, il faut regarder cette vidéo, l'internaute égaré, où j'explique, on tourne dans un roue comme l'hamster qui tourne dans la roue. Ouais. Le logo? Non, mais je l'ai pas vu. Ouais, ben voilà. Ça, c'est une vidéo que vous allez regarder juste ce soir, tranquille, à tous les internautes qui ont peur de récidive. Et c'est comme ça, c'est l'impact. Il y a un mécanisme neuroscientifique pour les chercheurs sur Internet. Voilà. J'ai fait une vidéo vraiment super là-dessus, ça a été regardé. Bon. Et ensuite, moi je demande en contrepartie, parce que les autres n'ont pas voulu vous demander l'IRM ni les pH-métries. Quel sera moi mon cadeau, que si vous voulez me donner un cadeau pour moi, puisque je vous ai fait l'impossible? Vous allez me promettre quoi? Le travail. Je vais rythmer ma vie. Rythmer ma vie. En cherchant un boulot, quel que soit. Quel que soit. Ça vous parle tout ça? Bien sûr, docteur. Ouais, et ben voilà. Ok? Bon, voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo va être utile. Vous pensez que ce sera utile? Ah oui, bien sûr. Bon, alors, voilà. Donc, c'était ça, ce que je voulais, le contrepartie de ce que votre voyage de Saint-Étienne. Ici, ce qu'on fait à marché. Bon, je suis désolé, chers amis, c'est comme ça, il faut stimuler. Il faut motiver. Moi, je vous demande des super examens, mais pour vraiment éliminer formellement à 100%, sans aucune arrière-pensée, que
cette récidive, bon, mais vous avez besoin d'avoir peur de récidive, parce que ça vous maintient pour avancer, pour aller chercher plus loin. Si je tape dans votre critère qui est la peur de récidive, ben, ça ne marchera pas, parce que je suis en train de taper dans le critère qui est la peur de récidive. Et Vous m'avez vite cerné et bien cerné. Ouais. Donc, il faut que je demande à un ami pour voir votre profil dans les énéagrammes. Vous essayez quand même de voir un coach, un psychologue. J'en vois. Oui. Vous en avez un, qu'est-ce qu'il pense? Il vous coach comme ça? Ouais, non, pas comme vous, non. Ouais. C'est pas la psychanalyse. La psychanalyse, c'est oui, d'accord, on comprend les causes, mais on n'a pas d'objectif. Là, on a des objectifs. C'est éliminer la peur de récidive et trouver quelque chose qui rythme. Et la meilleure chose qui rythme, c'est un emploi, quel que soit. Même bénévolat, même. Le fait de savoir. Il s'occupe beaucoup de ma maman, hein, docteur. Il s'occupe de sa maman, oui, mais laissez-la pour la professionnelle, les mamans. Parce que nous, on n'est pas bien placés pour sa maman. Ça veut dire, en fait, voilà, si on conclut, le mot « je vais chercher du travail » n'est pas venu à l'esprit chez vous. Parce que vous avez déjà un boulot qui est votre mère. Tout à fait. Et vous ne voulez pas aller chercher d'autres boulots. Voilà. Elle ne m'empêche pas de trouver... Non, mais vous ne l'avez pas. Ça veut dire, j'ai beaucoup insisté. Ce qui même m'a motivé de faire cette vidéo, c'est que je dis, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, oui, je vais changer ma vie, je vais vivre mieux, et tout. Mais vous n'avez jamais prononcé que je vais aller chercher un boulot. Non. Parce que au fond de vous-même, vous avez déjà un qui est votre mère. Tout à fait. Alors maintenant, il faut choisir. Ou vous pouvez faire les deux, moitié votre mère et moitié pour vous. Vous pouvez faire un boulot à mi-temps, éventuellement. Moi, un coaching, il ne faut pas donner sa propre solution. Mais voyez-vous, c'est quand même flagrant. C'est que dans son discours, le mot « je vais aller chercher un travail » n'est pas venu parce que dans son subconscient, il a déjà le boulot de s'occuper de sa mère. Donc l'idée de chercher un boulot ne vient pas à l'esprit. Même il a quitté son propre boulot, même il a refusé des contrats parce que sa mère, elle est là. Et c'est écrit dans les livres saints. Laissez, je m'excuse, hein, laissez les morts enterrer leurs morts. Enfin, oui, enfin, symboliquement. Symboliquement. Ça veut dire qu'il faut quand même donner la moitié pour les professionnels et la moitié vous. Vous voyez ce que vous pouvez faire dans ce domaine. Ça, c'est grave, ça, parce que ce n'est pas venu de fond de vous-même. Vous avez même abandonné un contrat en CDI. Bien sûr. Pour sacrifier pour votre maman. Oui. Voilà. Bon, alors maintenant, on peut aller très très loin. Vous voulez que je vous cite les théories vraiment de la médecine karmique qui expliquent la schizophrénie? Oui. Vous ne serez pas choqué, hein, cher ami, c'est choquant. Mais ça, c'est des théories vraiment de la médecine karmique. Un schizophrène, par définition, c'est que dans une autre vie, il a tué une personne. Et après avoir tué une personne, il s'est tué lui-même. D'accord. Et à force de remords, il est devenu schizo dans cette vie. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Alors, peut-être votre mère, elle a dû peut-être vécu une guerre, ou je sais pas, allez savoir ce qu'elle a vécu, et elle a vu des tueries, où elle a tué. C'est le cas, on est en Algérie. Voilà. Il a eu 1 million de morts quand même, d'accord? Il a eu des tueries. Donc, elle a dû peut-être s'étuer quand elle a vu des morts de quelqu'un. Supposons, dans le temps pendant la colonisation, elle a vu peut-être son mari ou d'autres tuer devant elle, elle a dû se tuer de chagrin. Et un schizophrène, par définition, c'est qu'il s'est suicidé dans une autre vie. Et dans cette vie-là, il vient se racheter. Et le remords lui prennent la tête et ça lui parasite le cerveau. Chers amis, ça c'est des théories de la médecine karmique, d'incarnation en incarnation. C'est prouvé ça. Donc,